Constaté. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de la Société algérienne de médecine générale pour m'avoir associé encore une fois cette année à ce congrès, qui aujourd'hui coïncide avec le congrès panafricain panarabe, ce qui est quelque chose de très bien. Je voudrais uniquement faire une petite observation à M. Tafet. Donc, je suis le professeur Chabati. Monsieur Tafet m'a présenté comme Société algérienne de pneumophthysio. J'ai quand même un poste de travail. Je suis pneumologue de formation et je suis chef de service de pneumophthysiologie du CHU de Tizi Ouzou. Donc je vais un petit peu, sans trop de détails, vous parler de la place du médecin de première ligne dans la prise en charge de l'asthme. Dans la prise en charge de l'asthme, qui est le médecin de première ligne? C'est le médecin omnipraticien, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin de famille, appelons-le comme on veut. Mais en tous les cas, c'est lui le premier à recevoir ce patient qui présente un asthme, soit dans un contexte de maladie aiguë, c'est-à-dire une crise, ce qu'on appelle aujourd'hui une exacerbation, ou bien un malade qui présente des symptômes qui pourraient évoquer donc un asthme. Pourquoi on en parle tout le temps? L'année passée également, j'ai participé à ce congrès en présentant une présentation sur l'asthme, parce que c'est une maladie qui est quand même prévalente. 300 millions de patients dans le monde présenteraient un asthme. C'est une maladie qui tue toujours, même si nous avons un arsenal thérapeutique très intéressant, beaucoup plus intéressant qu'il y a de cela plusieurs années, quand on a commencé nos études de médecine. Souvenez-vous, on n'avait pas toute cette panoplie de médicaments, notamment ces sprays, pour prendre en charge la maladie asthmatique. L'avènement de la corticothérapie inhalée durant les années 90 a complètement révolutionné cette prise en charge. Et depuis maintenant quelques années, nous avons des mises à jour de recommandations nationales et internationales, notamment les recommandations GINA, que nous appliquons régulièrement et que nous nous revérifions toujours chaque année, une fois par an. Ce qui me semble un petit peu trop court. Une fois par an, c'est beaucoup. Théoriquement, on devrait se donner un peu plus de temps pour justement avoir plus de recul pour apprécier, évaluer plutôt l'efficacité des recommandations en matière de prise en charge de cet asthme. C'est une maladie qui est classée comme étant une maladie chronique, inflammatoire, mais une maladie qui est quand même complexe et hétérogène. Et cette notion d'hétérogénéité est entrée en vigueur depuis maintenant une année uniquement. Jadis, on parlait de maladie qui est caractérisée par une inflammation des bronches avec des symptômes qui évoluent par paroxysme. Mais aujourd'hui, on met toujours l'accent sur cette inflammation bronchique qui est l'élément le plus important à retenir et qui va servir de repère dans la prise en charge thérapeutique, basé essentiellement sur la corticothérapie inhalée, mais il y a également d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans la survenue, dans l'évolution de la maladie asthmatique, notamment les facteurs de comorbidité et les facteurs d'environnement. C'est une maladie qui nécessite une organisation particulière des soins, d'où notre intervention, une organisation particulière qui doit être rationnelle pour justement prendre en charge la crise ou l'épisode aigu ou l'exacerbation, mais également et surtout pour la prise en charge au long cours de cette maladie. C'est une maladie également dont la prise en charge est basée surtout sur l'autonomisation, c'est-à-dire sur une automédication, mais contrôlée par le médecin que nous sommes, des patients dans leur gestion de la maladie, parce que souvent l'exacerbation se passe au petit matin, et donc le malade généralement est seul. Il doit savoir gérer cette maladie, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. C'est une maladie que nous comprenons très bien aujourd'hui, depuis quelques années, les mécanismes physiopathologiques, notamment des voies inflammatoires distinctes, qui conduisent aujourd'hui à une conception individuelle de la prise en charge. Chaque malade, chaque asthmatique est un cas qu'il faut prendre en charge de façon particulière. Ce n'est pas un traitement standard qu'on donne à tous les malades, d'où une évaluation régulière, pratiquement chaque 3 mois, pour voir si le traitement que nous avons prescrit est
est bon, donne de bons résultats ou non, à ce moment-là, soit on augmente la charge thérapeutique, soit on la revoit à la baisse. Aujourd'hui, on parle de médecine de précision. C'est la médecine individuelle. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de notre cours, de notre intervention plutôt, mais c'est important de garder en mémoire, en tête, cette notion de prise en charge individuelle et de médecine de précision, notamment quand il s'agit de prendre en charge un asthme sévère. Le rôle du médecin omnipraticien ou de première ligne, ce n'est pas de prendre en charge l'asthme sévère, c'est plutôt de prendre en charge l'asthme de grade 1 jusqu'à 4, et le grade 5, il faut le laisser aux spécialistes, comme on va le montrer à la fin. D'où la notion de phénotype qui a été mise à jour, mise au point il y a de cela pratiquement une dizaine d'années. On parle aujourd'hui de phénotype, c'est pour cela que je vous ai dit que c'est une médecine de précision, c'est un traitement particulier qu'il faut considérer, qu'il faut prescrire pratiquement en fonction des malades. Chaque malade est un cas, comme je l'ai dit. Quels sont les phénotypes dans ces cas-là? Tout le monde se rappelle du phénotype le plus fréquent, c'est l'asthme allergique, qui généralement survient à l'enfance et qui répond très bien à la corticothérapie inhalée. Vous avez également l'asthme qui est plus difficile à prendre en charge, c'est l'asthme non allergique, qui généralement est paucibacillaire, qui est volontiers neutrophilique et qui répond très difficilement à la corticothérapie inhalée. Généralement, ce sont des asthmes que nous classons au niveau du grade ou du step 5, c'est-à-dire le 5e palier. Il y a également les asthmes qui sont, dont une symptomatologie particulière prédomine, généralement c'est la toux, et on parle à ce moment-là d'un équivalent d'asthme. Il y a également les asthmes qui apparaissent tardivement chez les adultes, généralement ce sont des asthmes qui sont encore plus difficiles à prendre en charge, et enfin vous avez des asthmes qui sont liés à l'obésité. Aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, l'asthme lié à l'obésité est un phénotype particulier dont la prise en charge doit prendre en considération et la maladie asthmatique et l'obésité. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas en charge l'obésité, généralement, le contrôle des symptômes de l'asthme va être très difficile à obtenir. Votre rôle est également donc de faire le diagnostic de la maladie asthmatique. Et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué dans pratiquement la majorité des cas. Et ce diagnostic est basé sur quoi? Sur deux choses. Sur les symptômes, qui ne sont pas malheureusement spécifiques à l'asthme, couplés ou associés à un trouble ventilatoire ou une perturbation de la fonction respiratoire, c'est-à-dire une obstruction bronchique qui va être documentée par une spirométrie ou, à défaut, par la surveillance régulière, quotidienne ou pluriquotidienne du débit expiratoire de pointe que nous devons avoir comme un tensiomètre au niveau de notre consultation. Et parfois, et ça c'est plus difficile, et c'est du ressort plutôt du spécialiste, la recherche d'une hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire quand vous faites une spirométrie, il va falloir faire un test de réversibilité si vous êtes devant un trouble ventilatoire obstructif. Et là, j'ouvre une parenthèse, la pratique de la spirométrie n'est pas propre aux spécialistes. Tout médecin qui est bien formé en spirométrie peut effectuer cet examen, mais il faut être donc bien formé et interpréter correctement cette spirométrie, et vous pouvez la voir surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des appareils très 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 pratiques, petits, que nous pouvons même porter avec nous au niveau des consultations à domicile pour faire justement cette spirométrie. Et aujourd'hui, depuis maintenant 2015-2016, le dépistage de ce trouble ventilatoire obstructif est indispensable pour faire le diagnostic. Mais souvent, comme c'est une maladie qui évolue par paroxysme, cet examen est normal. Et à ce moment-là, le GINA recommande de refaire cet examen à chaque fois que cela est possible, en choisissant le bon moment, c'est-à-dire quand le malade a ses symptômes, c'est-à-dire quand il siffle. À ce moment-là, on peut tomber sur un trouble ventilatoire obstructif, couplé à la symptomatologie respiratoire non spécifique, encore une fois, le diagnostic pourra à ce moment-là être fait. Les symptômes n'étant pas spécifiques, il est clair qu'on va avoir un surdiagnostic si on se base uniquement sur les symptômes. C'est pour cela qu'il faut avoir toujours à sa portée soit un examen spirométrique si vous l'avez dans votre cabinet. Sinon, il faut avoir toujours un DEP, un débit expiratoire de pointe. Et aujourd'hui, les recommandations internationales autorisent de recourir à cet examen si vous n'avez pas de spirométrie
ou si l'examen est difficile à obtenir. Et ceci est une situation qui est quand même assez fréquente aujourd'hui, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays du monde. Alors, c'est quoi ces symptômes respiratoires non spécifiques, mais qui sont quand même caractéristiques? Et c'est quoi la caractéristique de ces symptômes? C'est de rechercher une notion qui est celle de la variabilité dans le temps. C'est-à-dire que l'intensité, la fréquence, le type de ces symptômes va changer au fil du temps, même dans la même journée. C'est quoi ces symptômes? C'est la respiration sifflante, l'essoufflement, l'oppression thoracique, et vous voyez que ce sont des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques. Et après, vous allez apprécier la fonction pulmonaire ou la fonction respiratoire. Qu'est-ce qu'il est de particulier dans cette fonction respiratoire? Encore une fois, quand vous prenez les 2 EP, je vous ai dit qu'il faut le prendre plusieurs fois durant la semaine ou même en pluriquotidien. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher cette variabilité des chiffres que vous allez obtenir. Et vous vous référez toujours au meilleur score que vous obtenez. Si vous obtenez une fois un score et après plusieurs reprises, plusieurs prises plutôt, vous n'arrivez pas à l'obtenir, gardez ce chiffre référent qui va être utilisé pour comparer aux différents chiffres. Alors, à partir de là, vous allez rechercher cette variabilité. Si cette variabilité du débit expiratoire de pointe est supérieure à 10%, vous pouvez, en l'associant aux symptômes, vous pouvez porter le diagnostic de l'asthme. La spirométrie, quand est-ce qu'on parle de troubles ventilatoires obstructifs évocateur d'un asthme, c'est lorsque vous avez une réversibilité de ce trouble ventilatoire obstructif. Et c'est quoi cette réversibilité? Cette réversibilité, c'est une augmentation du VMS de plus de 20% par rapport au meilleur score ou par rapport au score théorique si vous n'avez pas le meilleur score. C'est-à-dire que si vous recevez un malade pour la première fois, vous allez vous référer au score théorique. C'est une table que vous allez consulter, et quand vous faites votre spirométrie, vous voyez en fonction de l'âge, en fonction également de la taille, quel est le score théorique de ce malade, et vous comparez. Et à partir de la première consultation, vous allez avoir votre propre score qui est celui du malade. Et c'est le meilleur score qu'il faut toujours prendre en considération. Maintenant, si vous n'avez pas cette spirométrie, vous vous basez uniquement sur le débit expiratoire de pointe, en fonction de l'évolution durant plusieurs consultations, on peut également porter le diagnostic, mais a posteriori, c'est-à-dire quand vous mettez votre malade sous traitement, vous pouvez, en vérifiant, en suivant, en évaluant un petit peu ce score de DEP sur plusieurs consultations, voir s'il est variable, s'il augmente après la mise en route d'un traitement anti-asthmatique. S'il est variable de plus de 10%, à ce moment-là, vous pouvez dire que vous avez finalement un asthme. Cette notion de trouble ventilatoire obstructif n'était pas de règle il y a de cela 20 ans. Mais aujourd'hui, chaque malade asthmatique doit avoir au moins une fois durant votre suivi une spirométrie pour justement rechercher ce trouble ventilatoire obstructif. Surtout quand il s'agit de rembourser vos patients. La Caisse de sécurité sociale ne rembourse pas si vous n'avez pas ce trouble ventilatoire obstructif à un moment donné de votre suivi. Une fois le malade diagnostiqué, on va le classer. Avant, on classait ces malades en fonction de la sévérité en asthme intermittent et en asthme persistant. Et l'asthme persistant était classé en 3 stades, le persistant léger, le sévère et le très sévère. Depuis maintenant 2015, la sévérité a été abandonnée et c'est plutôt le contrôle des symptômes, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à améliorer la qualité de vie de votre malade, et la qualité de vie va être appréciée essentiellement sur les symptômes, sur la qualité du sommeil, sur le fait que le malade s'absente au niveau de son travail ou s'absente de l'école. Et à ce moment-là, ces symptômes, c'est plutôt ces critères-là peuvent être utilisés pour voir votre contrôle de l'asthme. Je vais simplifier, mais en fait, il y a des questionnaires que vous retrouvez sur Internet. Généralement, c'est l'ACT, l'Asthma Control Test, qu'on utilise, qui est très validé, qui est facile à traduire pour nos malades qui ne savent pas lire, et vous allez avoir un score, et en fonction de votre score, vous pouvez dire que le malade est bien contrôlé ou pas. Alors, de quels symptômes il s'agit? Donc, on va, en fonction de l'importance de ces symptômes, on peut classer un malade, sous traitement bien entendu, comme étant un asthme
bien contrôlé ou un asthme pas du tout contrôlé. Un asthme qui n'est pas du tout bien contrôlé, c'est-à-dire un mauvais contrôle, se base sur l'existence ou la présence de symptômes fréquents ou l'utilisation ou le recours fréquent au traitement d'urgence, c'est-à-dire le salbutamol en aérosol ou en spray. Et également les malades qui présentent des exacerbations répétées et fréquentes. Il faut évaluer également les facteurs de risque de mauvais contrôle ou les facteurs de risque d'exacerbation. Et là, c'est très facile à retenir. Ce sont généralement l'exposition au tabagisme, c'est certaines professions qui utilisent les irritants, le tabagisme, l'environnement, les allergies également. Mais surtout, il y a un facteur très simple à rechercher et on y pense rarement, et c'est la technique d'inhalation. Quand vous prescrivez un spray, il faut vérifier chaque fois si le malade utilise très bien son spray. Parce que souvent, soit le malade n'achète pas son spray, soit il l'a, mais il l'utilise très mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique qu'il faut répéter à chaque consultation. Maintenant, cette sévérité de l'asthme, quand est-ce qu'on peut dire qu'un asthme est sévère ou pas? La sévérité ne peut pas être appréciée à la première consultation, elle va être appréciée selon la charge thérapeutique que vous êtes obligé d'utiliser pour obtenir le contrôle. Si vous utilisez par exemple une corticothérapie inhalée à forte dose avec des bronchodilatateurs de longue durée, avec d'autres médicaments anti-asthmatiques, ça veut dire que le malade a besoin d'une charge thérapeutique importante, ça veut dire que pratiquement le malade a un asthme sévère. Et il faut savoir réévaluer régulièrement chaque 2 à 3 mois. C'est-à-dire quand vous mettez un traitement, il ne faut pas se baser uniquement sur ce traitement. Il faut évaluer 2 à 3 mois après pour voir les éléments de contrôle. Si le malade est bien contrôlé, il faut savoir diminuer la charge thérapeutique et non pas laisser le malade sous un traitement qui a donné de bons résultats pendant de longues années. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire le même traitement est pris par les malades sur plusieurs années. L'évaluation se fait également sur l'évaluation de la fonction respiratoire et là, c'est encore une fois le recours à la spirométrie si elle est bien entendu disponible et on sait qu'un faible VEMS est un fort indicateur d'un risque important d'exacerbation. C'est les malades qui ont une insuffisance respiratoire chronique avec un trouble ventilatoire et un VEMS trop bas, ce sont des malades qui font souvent des exacerbations. Maintenant, la prise en charge thérapeutique, elle va avoir des objectifs. Et généralement, les objectifs, c'est quoi? C'est d'obtenir un bon contrôle et d'éviter d'avoir des exacerbations. Ce sont les deux grands objectifs qu'il faut absolument atteindre pour dire que le malade est bien contrôlé. Et cette prise en charge est en fait une prise en charge cyclique, c'est-à-dire c'est un cercle perpétuel dans lequel le malade se trouve. Et cette prise en charge se fait sur la mise en route d'un traitement, l'évaluation de ce traitement, et bien entendu, entre les deux, c'est l'ajustement de ce traitement, c'est ce que je vous disais, de revoir régulièrement, chaque 2 à 3 mois, la réponse au traitement que vous avez donné. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on faisait jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019, on classait l'asthme en 5 paliers. On le classe toujours en 5 paliers, sauf qu'aujourd'hui, regardez le palier 1 et 2, aujourd'hui, depuis maintenant 2019, nous avons le palier 1 et 2 qui est pratiquement jumelé. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2019, on s'autorisait à donner le salbutamol, c'est-à-dire les bronchodilatateurs de courte durée d'action, seuls à la demande pour les malades qui présentent pratiquement peu de symptômes, qui dorment bien, qui ont une bonne fonction respiratoire, qui ont de temps en temps des symptômes. Pour nous, ce sont des asthmes très légers, on peut se permettre de les mettre uniquement sous salbutamol ou terbutaline inhalé isolé. Mais il y a eu par la suite plusieurs études qui ont montré que c'est une situation qui fragilise les malades, qui les expose à des exacerbations. Ce sont des exacerbations qui peuvent être très sévères et qui ont malheureusement porté des malades. Depuis 2019, il est pratiquement interdit de laisser les malades sous bronchodilatateurs de courte durée d'action seuls. Il faut toujours les associer à une corticothérapie inhalée. Et en fonction des symptômes, on peut mettre une corticothérapie inhalée de dose moyenne ou de forte dose, et vous avez le palier 5 dans lequel on met pratiquement tout le traitement que nous avons, ce sont les asthmes sévères. Les médecins omnipraticiens ou les médecins généralistes sont, j'allais dire autorisés, c'est pas vraiment le terme qu'il faut utiliser, mais peuvent prendre en charge des malades asthmatiques à tous les stades, sauf le stade ou le step 5, qui lui est réservé aux malades sévères, qui répondent difficilement au traitement et qui ne sont pratiquement mal contrôlés malgré tout le traitement qu'on donne. C'est à ce niveau-là qu'il faut
faire ce qu'on appelle le phénotype. J'ai parlé au début de la présentation du phénotype de l'asthme. Ça ne sert à rien de phénotyper ou de rechercher le phénotype au niveau des stades 1, 2, 3 et 4, parce que ce sont des malades qu'on contrôle très bien avec les traitements dont nous disposons. Et si jamais le malade n'est pas contrôlé malgré les traitements du palier 5, c'est-à-dire les bronchodilatateurs de longue durée d'action, une corticothérapie même orale, parfois des antileucotriènes, à ce moment-là, c'est un malade qui est classé malade sévère. Et l'asthme sévère doit être l'apanage ou le seul cas d'asthme qui doit être pris en charge par un médecin spécialiste. Donc, le médecin généraliste, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à obtenir un bon contrôle, après avoir vérifié tout ce que je vous ai montré à vérifier, c'est-à-dire que le malade prend sérieusement son traitement, régulièrement, correctement, surtout les sprays, à ce moment-là, vous pouvez dire qu'il est mal contrôlé. Vous passez la main à un spécialiste. C'est pratiquement le seul cas. Et vous voyez que la prise en charge de l'asthme, c'est vraiment l'apanage de la médecine générale, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, contrairement à ce qu'on fait. Pratiquement beaucoup d'asthmatiques sont suivis par les médecins spécialistes. C'est une erreur, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne rend pas service au malade parce que finalement, le malade se trouve souvent en face de son médecin généraliste, d'où la notion de médecin de famille. Je vous remercie.